Au sommaire de cette édition, le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé ce mardi soir un couvre-feu de 18h à 6h du matin afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Le nouveau gouvernement d'union nationale formé par le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival devenu Premier ministre Riek Machar a prêté serment ce lundi. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump est devenu ce mardi, sans surprise, le candidat désigné du Parti républicain à la présidentielle du 3 novembre prochain. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La population belge est invitée à rester à la maison à compter de ce mercredi et ce jusqu'au 5 avril prochain. Cette mesure vise à éviter la propagation du nouveau coronavirus. Les Belges doivent rester chez eux pour freiner la propagation du coronavirus. Seuls seront autorisés les sorties pour aller chez le médecin, pour l'activité physique et dans quelques commerces essentiels. Il a donc été décidé lors de ce Conseil national de sécurité de prendre des mesures renforcées. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements indispensables, aller chez le médecin, au magasin d'alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, pour prendre de l'essence ou aider des personnes dans le besoin. L'activité en plein air est autorisée et même recommandée, et elle peut s'exercer strictement avec un membre de la famille vivant sous le même toit ou un ami. Il est important de conserver une distance raisonnable entre les individus. Et tous les rassemblements sont interdits. Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues d'organiser le télétravail pour toute fonction où c'est possible, sans exception. Pour celles pour qui cette organisation n'est pas possible, le respect de la distanciation sociale sera scrupuleusement respecté. Cette règle est d'application à la fois dans l'exercice du travail et dans le transport organisé par l'employeur. S'il est impossible pour des entreprises de respecter ces obligations, elles doivent fermer. Les restrictions les plus sévères en Belgique font suite à des mesures similaires prises par la France voisine, alors que l'Europe est aux prises avec l'épidémie mondiale qui a fait plus de 7800 victimes. Lors d'une réunion par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont approuvé une proposition de la Commission européenne d'interdire les voyages non essentiels vers l'Union européenne pour une durée initiale de 30 jours. Cette mesure, qui doit être mise en œuvre par les États membres, va entrer en vigueur le plus rapidement possible. En Tunisie, le président Kaïs Saïed a décrété un couvre-feu afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Les forces de sécurité ont reçu l'ordre de patrouiller le territoire à partir de ce mercredi. Dans son premier discours à la nation depuis l'identification du premier malade en Tunisie le 2 mars dernier, le chef de l'État, Kaïs Saïed, a annoncé ce mardi soir un couvre-feu afin de limiter la propagation du virus. Cette situation nous force à mettre en place un couvre-feu à partir d'aujourd'hui de 18h à 6h. La décision a été prise et transmise aux forces militaires et policières de mener des patrouilles conjointes à travers la République. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont fermées à partir de ce mercredi et jusqu'au 4 avril prochain, au moins, à l'exception de transports commerciaux et de vols spéciaux pour ramener des milliers de touristes et voyageurs bloqués dans le pays. La solidarité ne doit pas être un slogan, mais une pratique, a déclaré le président Kaïs Saïed, qui a aussi annoncé qu'il verserait la moitié de son salaire en faveur de la lutte contre le Covid-19. Il a en outre appelé le Parlement à lancer des projets de loi afin d'amortir l'impact, par exemple en rééchelonnant la dette des entreprises affectées.
En Égypte, plus de 300 familles d'un village dans le nord-est du pays ont été placées en quarantaine, et ce, en raison de l'apparition de cas de nouveau coronavirus. Lundi, l'Égypte comptait officiellement 166 cas déclarés et 4 décès liés au nouveau coronavirus. Une femme âgée de 60 ans et un homme d'une cinquantaine d'années, originaires de la région de Dakalia, dans le delta du Nil, ont perdu la vie selon le ministère de la Santé égyptienne. Afin de contenir la propagation du virus, le gouvernement a pris plusieurs mesures drastiques depuis la fin de la semaine dernière, à commencer par la fermeture des écoles et des universités jusqu'à la fin du mois. Aussi, le Premier ministre a annoncé lundi la suspension des vols à destination et au départ de l'Égypte du 19 au 31 mars. L'espace aérien demeure néanmoins ouvert durant toute cette période pour permettre aux touristes présents en Égypte de rentrer chez eux et aux citoyens égyptiens de revenir dans leur pays selon les autorités. Alors que le nombre de personnes contaminées a dépassé 175 000 et qu'on compte plus de 7 000 décès dus au virus et de par le monde, l'Égypte, premier pays africain touché par la pandémie, maintient un bilan officiel relativement faible. Au Soudan du Sud, les membres du nouveau gouvernement de transition ont prêté serment lundi dernier. Mais déjà, des voix s'élèvent pour remettre en cause la répartition des postes au sein de ce cabinet qui ne compte que 8 femmes, dont seulement 2 sont à la tête d'importants portefeuilles. Nommé par décret présidentiel il y a quelques jours, après des semaines de négociations entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, les nouveaux membres du gouvernement sud-soudanais ont prêté serment ce lundi. Sur un total de 34 ministres, 8 sont des femmes, dont seulement 2 à la tête d'importants portefeuilles. L'épouse du vice-président Riek Machar, Angelina Teny, devient ministre de la Défense, ce qui est une première au Soudan du Sud. Une autre femme prend aussi un ministère souverain et dirige désormais la diplomatie du pays. Béatrice Kabissa est nommée ministre des Affaires étrangères. Enfin, une autre femme prend la tête du ministère de l'Environnement. Mais il faudrait encore 6 femmes pour atteindre le quota de 35% prévu par l'accord de paix signé entre les belligérants. Plusieurs organisations de femmes, notamment, estiment que leur présence numéraire n'est pas respectée. Toutes sont d'accord pour dire que le gouvernement doit tenir ses engagements et que les femmes doivent être incluses non seulement au niveau national, mais également régional. Alors que les gouverneurs d'État doivent bientôt être nommés, pas une seule femme n'a pour l'instant été présélectionnée pour un de ces postes. La formation du gouvernement d'union nationale était le point clé d'un accord de paix conclu en 2018. Cet accord a entraîné une réduction de l'intensité des combats et permis d'avancer lentement vers un règlement politique. Mais il a fallu 18 mois pour que les deux hommes s'accordent sur les termes de la paix et soient réunis au sein du gouvernement. Aux États-Unis, le président Donald Trump est officiellement le candidat désigné des Républicains pour la présidentielle du 3 novembre prochain. Cela n'a été possible que grâce à l'État de Floride qui lui a donné les délégués dont il avait besoin. L'investiture des présidents sortants par leur parti passe par des primaires, aussi courues d'avance soient-elles aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui va briguer un second mandat le 3 novembre prochain, a franchi ce mardi le cap de délégués nécessaires pour être désigné vainqueur des primaires républicaines. Il faut dire qu'il n'a jamais été menacé, même si 3 anciens élus s'étaient lancés dans la course. Mais après 2 abandons, il ne restait qu'un rival, à la personne de l'ancien gouverneur du Massachusetts, Bill Weld, qui n'a récolté que des scores marginaux. En raison donc de l'absence de concurrence, certains États avaient même renoncé à organiser les primaires républicaines. La Floride et l'Illinois avaient, eux, maintenu des scrutins ce mardi, malgré l'épidémie du coronavirus qui a causé plus de 100 morts aux États-Unis. En parallèle, les démocrates organisent leurs primaires et l'ancien vice-président Joe Biden fait figure d'archi-favori après une série de victoires sur son rival socialiste Bernie Sanders. Il paraît désormais peu probable que Bernie Sanders, champion de la gauche, parvienne à inverser la tendance dans la course destinée à désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre.
On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Ça va vite, très vite en Côte d'Ivoire. Le projet de révision de la Constitution est déjà adopté. L'information est rapportée par les parutions du jour. Pour l'essor ivoirien, le projet de loi est adopté ce mardi par le Congrès avec ce score écrasant, 246 voix pour, 2 contre et 0 abstention. Le quotidien aujourd'hui ne reste pas en marge de cette actualité et s'exclame « Révision constitutionnelle adoptée honteusement ». Le journal s'offusque du fait qu'en dépit de l'interdiction du gouvernement, des rassemblements de plus de 50 personnes, les députés et sénateurs, environ 250, se sont retrouvés au Congrès pour réviser la Constitution. Et pendant ce temps, l'ancien allié d'Alassane Ouattara et aujourd'hui opposant et exilé à Paris, Guillaume Soro, s'exprime dans le quotidien d'Abidjan. Soro livre de lourds secrets d'État dans une interview explosive. En 2010, c'est Alassane qui a politiquement instrumentalisé les religions, dit-il. Ce qu'il dit de ses relations avec Macron figure aussi dans les colonnes du quotidien. Au Togo, l'opposant Agbeom Ekodjo, dont l'immunité parlementaire est levée par les députés, a de soucis à se faire. Il est en face d'une équation à 2 inconnus, croit savoir Togo Matin. Le quotidien affiche en sa manchette une image de celui qui s'était autoproclamé président du Togo. On le voit visiblement soucieux. C'est ce mardi que le gouvernement s'est réuni au Cameroun pour prendre des dispositions contre la propagation du coronavirus. Une dizaine de mesures au total ont été adoptées lors d'une réunion présidée par le Premier ministre et au journal Repère de conclure à la riposte musclée du gouvernement face au Covid-19. Au Burkina Faso, des dispositions ont aussi été adoptées, mais pour ce syndicat de la santé, les mesures adoptées semblent sélectives et répondent parfois à des considérations autres que médicales, propos relayés par le quotidien. Et puis finissons par cette autre pathologie qui sévit au Mali, la drépanocytose. 1000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année selon l'hématologiste Dr Boubakari Ali Touré. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.